Et puis, pour l'analyse de ce matin, nous recevons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Marc Goudjanou, il est journaliste, analyste politique, et de Roland Laurent Toneikes, journaliste, analyste politique également. Bonjour. Bonjour Carole. Chers collègues et confrères. Laurent. Bonjour Carole, bonjour téléspectateurs. Marc et bonjour à mes téléspectateurs et internautes d'Eden TV. Voilà, nous démarrons par le domaine de la politique. Il y a beaucoup d'informations au plan politique ce matin. Nous allons démarrer avec le quotidien Nasiara qui titre ce matin « Réforme du système partisan, un chantier inachevé ». Réforme du système partisan, un chantier inachevé. Marc Goudjanou. Oui, c'est une analyse forcément du journal, parce qu'on a compris que l'idée derrière, l'objectif derrière la réforme du système partisan n'est pas perçu par tout le monde et n'est pas appréhendé de la même façon par tous les acteurs politiques. On a même remarqué que c'est difficilement certains partis ont pu abandonner, d'accord, leur parti, je dirais, pour pouvoir s'intégrer ou faire la fusion avec d'autres partis. Et donc, c'est le reflet que c'est difficilement que cette réforme va se mettre en place. Parfois, pour certains analystes, on traite cette réforme d'échec parce que l'on voit également que même à l'approche des différentes élections, il y a beaucoup de partis politiques qui essaient de quand même éviter cette fusion-là parce qu'ils veulent s'affirmer de façon autonome sur la scène politique, dans le climat sociopolitique. Donc, du coup, en refusant cela n'intègre pas l'idée forcément du système partisan tel que c'est décidé. Parce que nous avons vu, par exemple, vous avez vu aux dernières élections précédentes, il y a des partis sur l'échiquier national qui ne sont pas totalement représentatifs. Et dans ce contexte-là, il faudrait quand même souhaiter que ces partis puissent s'allier avec les autres partis quand même qui ont une représentation nationale assez importante et qui partagent également les mêmes idéaux que ces partis-là. Parce que vous ne pourrez pas vous intégrer ou faire la fusion avec un parti avec lequel vous ne partagez pas les mêmes idéologies politiques. Donc, il y a ce contexte parce qu'on a vu même par le passé l'UDBN faire fusion avec le BR, mais finalement, ça n'a pas marché parce que sûrement, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et parfois, même pour ces petits partis, je dirais, entre griffes, ces petits partis qui essaient d'adhérer à ces grands ensembles pour pouvoir être en accord avec la réforme du système partisan, on constate également qu'au sein de ces grands partis, il y a déjà des têtes de pont, il y a déjà des figures qui ne veulent pas forcément s'entendre avec les nouveaux venus, je dirais, parce qu'il y a une guerre de leadership qui est accrue, même au niveau de ces grands partis, qui pose réellement problème, et de telle sorte que même l'arrivée d'un nouveau parti pose réellement un problème pour la gestion du parti d'ensemble. Donc, c'est toujours une réforme qui serait toujours en train d'être mûrie, les idées seront en train d'être mûries autour de cette réforme, pour pouvoir voir forcément quelle issue donner par rapport à ces divergences, à ces quelques restrictions, quelques réticences de ces partis-là à pouvoir faire la fusion ou à pouvoir s'intégrer, à pouvoir s'affirmer sur la classe politique. Une chose est sûre, avec les lois qui ont été mises en place, je pense qu'il y aura difficulté à ces partis-là de pouvoir quand même s'en sortir. Ils seront obligés, vaille que vaille, de pouvoir s'intégrer à ces grands ensembles afin de pouvoir avoir une visibilité importante sur la classe politique béninoise. Je crois que la réforme du système partisan, je l'ai toujours dit, ça n'a pas marché. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'ils sont la plus grande formation politique à l'aide de la réforme du système partisan. Parce que quand vous regardez ce qui est écrit dans cette réforme, est-ce que véritablement ceux qui militent dans cette formation politique sont convaincus des tests? Sont-ils dans ces formations politiques par conviction et idéologie? Beaucoup parmi eux ne connaissent même pas l'idéologie de leur parti politique, ce qui est bien quand même dommage aussi. Et donc, quand on regarde tout ça, et quand on regarde
le flux de mouvements au sein de la classe politique, quand on regarde la manière dont certains se sont constitués, on met tout ça dans la balance, est-ce que l'objectif visé par le chef de l'État, en tout cas visé par la mouvance présidentielle, est-ce que l'objectif est atteint? Je dirais non. Et quand on regarde ça, on se pose d'abord la question de savoir, le véritable problème, est-ce que c'était un problème des acteurs ou bien est-ce qu'il fallait peut-être, est-ce que c'était un problème du test? Et j'estime que véritablement, ce que nous avons au Bénin, avec la réforme du système partisan, quand on voit qu'il vous souvienne que 2 ministres du gouvernement en place ont fait ce jeu-là de quitter l'autre parti, le BR pour aller à l'Union progressiste, l'autre qui a quitté l'Union progressiste pour aller au BR, sans que personne ne puisse les interpeller. Et sans que leur formation politique n'ait le courage de les interpeller, de les sanctionner pour dire, dès lors que vous démissionnez de notre parti, que vous allez de l'autre côté, alors vous cédez votre poste au gouvernement à un autre membre du parti politique. Alors, si on n'a pas été capable de faire ça, et que le chef de l'État aussi n'a pas été capable de dire, bon, attention, vous êtes dans mon gouvernement au nom de votre parti politique, et à partir de cet instant, vous n'êtes plus je demande à votre parti de proposer quelqu'un d'autre à votre place. Ça montre en réalité que déjà à leur niveau même, ceux qui sont concepteurs de cette réforme du sympathisant, ça a échoué. Maintenant, on quitte là-bas pour venir maintenant vers les autres. On se rend compte que, excusez, je le dis, les partis politiques aujourd'hui, c'est des conglomérats de personnes qui sont guidées par les intérêts. La grande partie. Soit on espère une nomination, soit on craint les représailles, on craint qu'on sorte les cadavres des placards. Soit, il y a peut-être que on veut travailler à se positionner et donc on estime que de l'autre côté, on n'a pas la chance d'être positionné et donc il vaut mieux que nous nous asseyions pour créer nous aussi notre formation politique pour espérer que quand il y aura élection, nous-mêmes nous puissions nous faire entendre et nous positionner. Donc, l'un dans l'autre, vous regardez bien, vous vous rendez compte que la réforme du système partisan dont on parle devrait avoir comme socle l'idéologie politique, la conviction politique des acteurs politiques. Mais à l'État aujourd'hui, excusez, je le dis, ça va déranger certains acteurs politiques, mais sont-ils dans les forces politiques par idéologie, je l'ai dit dès l'entame? Non. Donc j'estime que c'est un chantier vraiment inachevé. Il va falloir ramener tous les acteurs politiques à l'école du militantisme politique. Et c'est pour ça qu'il est très important pour ces forces politiques de travailler sur la jeunesse. Comment faire en sorte que les jeunes soient formés au quotidien sur le militantisme politique? Que quand je suis dans une formation politique, que je respire cette formation politique-là et partout où je serai, dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, que je puisse continuer à défendre les idéaux de ce parti, plutôt que de me mettre dans une formation politique parce que je sais que là-bas, je suis sûr qu'on va me nommer. Écoutez, oui, aussi longtemps que ça va être comme ça, ça ne changera pas. N'est-ce pas ce triste constat qui explique les changements de parti à la va-vite dans notre société? Oui, bon. Il est facile à un politicien de quitter tel parti pour un autre. Et je me demande si la politique, c'est aussi facile de changer les idées qu'on partage, la vision qu'on partage. Donc, je pense que on a déjà essayé d'expliquer en réalité que nous avons des partis qui n'ont pas en réalité d'idéologie. C'est ça, en fait, le grand problème. Non, les partis ont d'idéologie. Jusque les militants, les membres ne connaissent pas le sens de l'idéologie politique. L'idéologie des partis politiques en question n'est pas... Si les partis et les militants ne connaissent pas l'idéologie, ça veut dire qu'ils n'ont pas adhéré au parti selon l'idéologie des partis. Et donc, c'est un travail de fond qui n'a pas été fait généralement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on prend les partis politiques, on prend les personnalités ou les individus. Et ils sont même achetés. Qui sont à la tête de ces partis-là, alors que les partis politiques, ça ne devait pas être le cas. Justement. Un parti politique, ça doit être un parti qui a des idéologies et ces idéologies sont respectées. Une idéologie claire. Par un certain nombre, d'accord, des militants. Et également, cette idéologie ne doit pas seulement se concentrer sur des échéances qui sont proches, mais ce sont des idéologies qui pérennent dans le temps, à long terme. Aujourd'hui, on a constaté que la plupart des partis politiques sont portés par des hommes politiques, d'accord.
ou même pas des hommes politiques, mais des hommes influents, qui sont forts, qui ont le pouvoir, alors qu'aujourd'hui, normalement, ça ne devait pas être le cas. Ça fait que l'argent ou même le source de financement de ces partis pose problème. Parce que lorsque c'est lui qui est l'homme fort du parti et que c'est lui qui apporte la plupart des ressources dans le parti, ça veut dire que lui, il impose sa règle, il impose sa décision. Et là, sa décision peut ne pas être forcément en accord avec l'idéologie du parti. Et là, même les militants de ces partis n'ont même pas mot à dire parce qu'ils se sentent limités dans leurs actions, parce qu'ils se disent, lorsque je vais me prononcer, du moment où ce n'est pas moi qui finance en majorité le parti, je n'ai pas de pouvoir de décision, donc je suis obligé de me plier. Et également, c'est qu'en retour, eux-mêmes, ils bénéficient également de ces sources de financement. D'où les frustrations. D'où les frustrations. Donc, c'est pour ça que vous allez constater qu'il y a des mutations, même au sein des grands ensembles. Ceux qui sont même les initiateurs de ce système partisan, même en leur sein, le problème se pose. Ça ne va pas. Sinon, on ne va pas assister à des migrations tout au long du processus. Depuis ce système partisan qui a été mis en place, il y a des migrations pas possibles. Partout, que ce soit les partis de la mouvance et de l'opposition. Donc, ça prouve réellement. Non, mais si les gens quittent la mouvance pour aller à l'opposition, c'est déjà même quand même bien. C'est le fait de voir qu'en leur propre sein, au niveau de la mouvance. Justement, au sein des deux partis. Exactement. Cela pose le problème du fait que même l'idée a été mûrie, mais les réalités ne concorde pas avec l'idée qui a été émise, parce qu'on constate en réalité que lorsque vous ne voulez pas, vous avez vu en Europe ou un peu partout par exemple, c'est une idéologie qui porte les partis. Et donc ces partis, il y a même des primaires au niveau de ces partis-là qui permettent quand même de pouvoir décider qui va conduire la tête du parti à telle échéance ou telle échéance. Et le parti n'a pas seulement un seul financement, ou ce n'est pas seulement un acteur politique ou un gros bonnet d'accord du parti qui finance forcément. Tous les militants mettent les mains à la pâte. Je pense qu'il faut partir de cela d'abord. Et ce qui fait que la plupart des citoyens parfois ne se retrouvent pas dans ces partis-là. La plupart des citoyens ne s'y retrouvent pas parce qu'ils se disent, en réalité, il n'y a pas une idéologie qu'on doit suivre. Et même si vous prenez l'idéologie de ce parti et que vous rentrez dedans, ce n'est pas selon cette idéologie que le parti fonctionne, mais fonctionne selon la tête. Selon les intérêts personnels, selon la tête de celui qui dirige le parti. Je crois que quand les gens nous ont amené cette affaire de réforme du sympathisant, ils disaient qu'il y a plus de 200 partis et qu'il y a des individus qui créaient les formations politiques dans leur région, dans leur salon. Autant de choses on a entendu. Mais quand je regarde les partis de la mouvance aujourd'hui, je voudrais que les gens nous aident à situer qui est le chef des deux principales formations politiques de la mouvance. Le chef est connu. Le chef est connu. Bon, c'est un secret de polichinelle. On sait qui est chef de ces deux formations politiques. Et qui fait que parfois, les gens sont dans leur parti, ils sont capables de défier le président de leur parti politique, mais personne ne peut les rappeler à l'ordre. Donc, il y a un problème à ce niveau. Quand vous quittez là, il y a ces formations politiques. Je crois que Dynamisme Info a écrit des formations politiques satellites. Il y en a qui ont été créées dans le but de faire valoir une situation à un moment donné. Il y a des gens qui ont été créés, qu'ils vous souviennent qu'une formation a été créée pour faire disparaître FCBE, en utilisant pratiquement les attributs du parti FCBE. Et dès les premières heures, c'était dynamique. Mais après, par la suite, on a vu que ça a changé. Et puis après, en tout cas, les initiateurs ont jeté leur dévolu sur d'autres jeunes qui ont créé aussi leur formation politique, qui ont joué le même rôle. Donc, il y a que, à ce niveau également, il y a un travail à faire. J'estime véritablement que cette réforme du système partisan, c'est bien, c'est une bonne vision, c'est une bonne initiative, sauf que avec les acteurs qui existent, que nous avons actuellement, les acteurs politiques que nous avons actuellement, je ne pense pas que ça puisse marcher. Et je le dis haut et fort, c'est-à-dire, les gens ont tout fait de nous chanter tout le temps que l'UP, le renouveau est le premier parti à l'aide de la réforme du système partisan et que le BR est le deuxième parti politique. Je le dis et je le dis encore ce matin. On dit c'est le 12 novembre, non 2024. Tout à fait. J'attends le départ du parti Salon
pour qu'on revienne faire le débat sur ces formations politiques pour voir si ce sera toujours les premières formations au Bénin. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, compte tenu de la position de Patrice Talon, où chacun peut aller demander des services, où chacun peut craindre des représailles, où chacun, en poursuivant ses objectifs principaux, tout le monde va se mettre ensemble en rang soudé et on parle le même langage. Mais vous le voyez dans les coulisses, vous comprenez bien le discours. Donc, c'est la présence du chef de l'État actuel qui fait qu'ils sont disciplinés et soumis. Mais attendons, parce que les mêmes acteurs, c'est eux qui ont créé UBF sous Kékou. Hein. C'est les mêmes acteurs, à quelques exceptions près. Et c'est les mêmes qui ont créé FCBE sous Boniaï, hein, à quelques exceptions près. Et c'est les mêmes qui sont encore là aujourd'hui, à quelques exceptions près encore. Et vous allez voir on verra ce que l'avenir nous réserve. L'avenir ne réservera rien de surprenant. Tel que les autres sont partis, ont disparu comme du sel dans de l'eau. C'est comme ça que vous allez voir. À un moment donné, attendez même 2025, certains vont commencer à bavarder un peu pour dire que non, ils ne sont pas d'accord. Vous allez voir, c'est pour vous dire que le véritable problème de la politique sous nos cieux, ce n'est pas le fait de mettre les gens ensemble, mais c'est de travailler les gens, de travailler à former les gens au militantisme. Je viens dans cette formation politique, pourquoi? Même si nous ne gagnons pas les élections, quelle est notre idéologie? Qu'est-ce que nous défendons? Qu'est-ce que nous pouvons apporter au développement de la nation? L'idéal que les gens défendent, ce n'est pas le peuple. Autant qu'ils sont, tout catégorie confondue. Mais c'est comment positionner les enfants. C'est comment trouver peut-être un poste de secrétaire OSP pour une maîtresse quelque part dans un bureau chez un député. C'est comment positionner telle personne dans un cabinet comme DC, secrétaire général. C'est ce qu'ils poursuivent. C'est pour ça que vous allez voir le peuple crie tout le temps, mais personne n'écoute. Parce que même les députés qui ont été élus en 2023, là, j'ai dit, toute catégorie confondue, même l'opposition. Depuis qu'on a créé, parce que quand les opposants n'étaient pas à l'Assemblée nationale pour la 8e législature, et c'est en cela qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Je sais que certains parmi eux sont fâchés, ils sont allés se plaindre. Allez vous plaindre, vous allez vous plaindre tout le temps. Moi, je n'ai pas de parti. Je dis quoi? Les députés ont dénoncé le fait que dans ce pays, on ne connaissait pas les salaires des ministres, des députés. Mais les démocrates sont à l'Assemblée nationale depuis 2023. Les députés élus, ils vous ont dit le salaire qu'ils gagnent? Ils n'ont pas dit. Ils sont dans les commissions. Ils gagnent, non? Ils ne prennent pas de l'argent. Ce qu'ils ont dénoncé hier, là, ils sont là maintenant. Pourquoi ils ne disent pas la vérité au peuple? C'est de ça qu'il est question. C'est pour vous dire que l'un dans l'autre, hein, c'est-à-dire que... C'est d'abord les intérêts. C'est pas les acteurs ne changent pas. En fait, ils ne sont pas différents pour autant. Jusqu'à un moment donné, à une période donnée, les autres sont opposants, les autres sont mouvanciers. Et vous allez voir à partir de 2026, d'autres viendront encore mouvanciers, d'autres deviendront opposants. Et le peuple, excusez, en griffe, speed serait là. A toujours subi, malheureusement. J'estime véritablement que c'est là qu'il y a le problème. Alors que si les gens ont une idéologie claire à défendre, il y a le peuple qui est mis au devant. Et quand ils prennent la parole, c'est de dénoncer. C'est vrai que les démocrates aujourd'hui font l'effort de dénoncer certaines choses qui n'arrangent pas le peuple parce que le peuple ressent des difficultés. Mais j'estime que aussi longtemps qu'ils sont dans l'opposition, parce qu'on a vu ceux qui sont au pouvoir hier, opposants, on a vu le discours qu'ils tenaient. Et une fois au pouvoir, vous avez vu comment le discours a changé automatiquement. Il y a même une remise en cause de ce que même ils avaient même dénoncé. Donc, aujourd'hui, aussi longtemps que les gens se retrouvent dans l'opposition, parfois, vous les voyez, la langue mielleuse, ils savent attaquer les vrais problèmes du peuple, dénoncer les insuffisances, dire que voilà, ça ne marche pas. Mais une fois aux affaires, quelle est la vraie place du peuple? C'est de ça qu'il est question. Nassiara a également titré « Animation politique dans la 8e ». Alerte des députés de l'opposition face à la polémique d'achat de conscience. Marc Goudiano. Bon, je pense que c'est un mal qui ne date pas de ce régime ou ce n'est pas un mal qui date d'hier. Donc, je dirais plutôt que tout ce qui est dénoncé là, pour la polémique au niveau de l'achat de conscience, je pense que même à travers le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, par exemple, on a parlé de l'influence, d'accord, de l'argent au sein même des partis politiques, d'accord. Et donc, cette influence de l'argent s'étend, d'accord, au-delà des partis politiques et se manifeste même au niveau des militants. Ne vous étonnez pas que même à l'approche des élections et même pendant les campagnes électorales, il y a des achats de conscience qui se font
et où ils ont fait même des porte-à-porte avec des billets de banque dans les sacs, où ils sillonnent les maisons et autres. Ça, c'est un processus d'achat de conscience. Et ça se fait depuis des lustres. Depuis des lustres, ça se fait. Je pense que, bon, est-ce que cette dénonciation n'est pas aucun des partis politiques, hein, aucun des partis politiques. Disons-nous la vérité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer Disons-nous la la donne? vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? On l'a déjà dit. C'est-à-dire, le mal, c'est déjà à partir du bas. D'accord? C'est à partir du bas où la plupart de ces partis ne partagent pas une idéologie. D'accord? Et donc, ils volent au gré du vent. D'accord? C'est selon les circonstances que les partis se métamorphosent, changent, que les hommes également changent. Nous avons vu des hommes politiques d'hier qui étaient avec Boni Yayi aujourd'hui, qui sont en train de dénoncer le régime aujourd'hui. Mais par le passé, quand ils étaient au pouvoir, il y a beaucoup de choses qu'ils sont en train de dénoncer aujourd'hui. Quand leur temps, ces mêmes problèmes existaient. Ces mêmes problèmes qu'ils n'ont pas pu régler existaient toujours. Mais comme ils étaient au pouvoir, tel que Laurent l'a dit, donc ils ne voyaient pas le mal parce qu'ils profitaient allègrement des fonds publics. Et donc c'est de la même façon aujourd'hui. Donc cet achat de conscience, ça doit être, lorsque la base des partis politiques n'est pas revue, l'idéologie des partis politiques n'est pas revue, le militantisme qu'on recherche, d'accord, au niveau des partis politiques, qui doit suivre une idéologie, si cela n'est pas respecté, attendez, ça veut dire que ça va aboutir à des militants qui ne vont pas adhérer à ces partis, non pas par conviction, non pas par idéologie, mais juste parce qu'on leur a tendu des billets pour pouvoir intégrer. Parce que même au niveau des grands acteurs, au niveau de ces grands ensembles, au niveau de ces grands partis aujourd'hui, qui constituent la main forte de ce système partisan dont on a parlé tout à l'heure, c'est que ce même problème se pose au niveau de ces acteurs-là. On a eu des scandales au niveau de l'Assemblée nationale où des billets de banque avaient circulé dans des voitures, où on était allé donner des billets parfois pour pouvoir proposer de voter à tel, de voter à tel. Donc le mal, c'est enraciné déjà. Donc, ça, ce n'est pas... Même ceux qui dénoncent aujourd'hui ont participé à la chose. Ils l'ont fait. Ils ont contribué à ça. Donc, je pense que c'est à la racine qu'il faut déjà commencer par régler le mal pour pouvoir avoir des militants, des hommes politiques qui partagent une idéologie bien claire et que cette idéologie soit pérennisée dans le temps afin qu'on ait des partis forts. Roland Tonnet-Guette. Moi, je crois que... quand je lis cet article-là, je n'ai même pas envie d'opiner là-dessus. Vous savez pourquoi? Regardez très bien. Si la réalisation peut nous ramener la une du journal en question, on dit animation politique dans la 8e. Déjà, c'est ciblé, 8e. À l'aide des députés de l'opposition face à la polémique d'achat de conscience. Alors, moi, je crois que quand vous regardez les acteurs qui sont en jeu dans la 8e, c'est qui et qui? Vous connaissez très bien. Et donc, il y a quelqu'un qui n'a pas encore digéré sa défaite jusque-là. Et qui fait feu de tout bois pour qu'en 2026, il puisse avoir à nouveau cette chance-là de revenir à l'Assemblée nationale. Et quand c'est comme ça, et sachant très bien, puisque Mac l'a dit, quelle formation politique aujourd'hui ne donne pas de l'argent? Je vais bien voir. Tout le monde donne de l'argent. Et tout le monde a bouffé l'argent des partis politiques. Non, sauf moi. Sur ce plateau, sauf moi. Sauf moi également. Parce que je ne fais pas la politique. J'en ai pas bouffé non plus. Continuez. Vous savez que moi... Bon, peut-être qu'il ne parle pas de nous. Vous savez que moi, je sais dire ce que je pense et ce que j'ai... Moi, j'ai bouffé l'argent des partis politiques. Moi, je n'en ai pas bouffé. Je n'en ai pas bouffé. Allez-y. Je reste apolitique. Vous savez que je sais que vous avez bouffé. Je reste apolitique. Allez-y. De toute façon, lui sait que je sais qui a bouffé. Non, pas forcément. Si j'ai un parent qui est acteur politique, ça veut dire que je n'ai pas bouffé dans le compte du parti. Je ne parle pas de ça. Vous savez très bien que je sais que vous en avez bouffé. À plusieurs reprises d'ailleurs. En tout cas, pas moi. Vous, j'en sais quelque chose. Je ne veux pas une invitation sur la télévision. Vous n'en savez rien. Pour vous dire que... En réalité, tout le monde donne, tout le monde prend dans ce pays. Parce que les gens sont habitués à donner. Sauf moi. Et les gens, les gens sont habitués à prendre. Parce que si tu ne prends pas... Vous êtes membre d'un parti politique, Carole? Pas du tout. Moi non plus. C'est que si vous ne prenez pas, c'est que à un moment donné, vous-même, vous rentrez. Non, en réalité, les gens ont habitué le peuple à prendre. Donc, à un moment donné, quand il y a des conflits ouverts, des guerres ouvertes entre acteurs politiques, les gens pensent que c'est l'argent qui peut régler le problème. Et forcément parce que les acteurs politiques aussi ont travaillé à maintenir le peuple dans la pauvreté, ils surfent sur ça en réalité.
quand ils ont besoin de quelque chose, pour venir distribuer quelques sous. Et malheureusement, notre population ne prend pas pour autant conscience. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de maturité au sein des populations, mais ce n'est pas encore ça. C'est-à-dire, les acteurs politiques ont compris le système. Vous les maintenez un peu en difficulté, après vous envoyez quelques bonbons, vous les jetez quelques biscuits. Comment on appelle les biscuits de 25 francs là? Costa. Costa là. Quelques Costa, on les lance ça là. Ou parfois on met quelques kilos de riz dans les sachets, un kilo avec un bidon d'huile là. Et puis enveloppe. Surtout que l'huile est très chère. Voilà, Continuer. voilà, donc avec enveloppe de 2 billets 500, neuf, hein, parce que quand c'est neuf là, ça fait un bruit là et les populations aiment ça. Donc en réalité, les gens connaissent les problèmes des populations et vont surfer sur ça. C'est tout, hein, c'est pas autre chose. Et c'est pour ça que je pense que le peuple doit davantage commencer par se battre et refuser ça. Dès lors que le peuple va commencer par dire « Nous ne voulons pas de ton riz, nous ne voulons pas de ton argent », vous allez voir. Moi, j'ai suis pris au cours des élections en 2020, je le dis une fois, transaction d'argent entre des acteurs politiques à Godomé et Togoudo. Ça remplit de billets de 500 francs, 9 cratins, jour des élections. J'ai vu ça. Et j'ai compris que quand automatiquement j'ai vu, vous savez, j'ai même fouiné, j'ai suivi discrètement quelqu'un parmi eux. Bon, normalement, il est censé aller donner dans Godomé, dans certaines zones. Il n'a pas donné. Et on a vu le soir des élections, on a vu que le taux de participation était assez faible. Parce qu'il a pris l'argent, mais il est allé directement à la maison de déposer. Pour dire que les gens surfent sur les problèmes des citoyens et les citoyens doivent pouvoir prendre conscience. Et il se revient à nous autres journalistes, aux acteurs de la société civile, de davantage sensibiliser les populations pour dire. J'ai donné l'exemple sur ce plateau de paix à son âme, feu Ismaël Tidjani se pose député. Les gens font quand même. C'est pareil pour Roudé, Valentin Roudé, vous en savez quelque chose. Dans la 6e ici, le gars ne se gêne pas. S'il est candidat, il ne se gêne pas. C'est vers les derniers jours qu'il sort. Et les soirs, il est dans les villages, avec quelques gestes là, les gens votent pour lui. Vous ne l'espérez pas, et puis à la dernière, vous voyez qu'il est député. Et c'est ce que Ismaël Tidjani faisait à Yada. Il attendait les derniers jours, il voyait quelques feuilles de tôle et quelques paquets de ciment. Et bon, comme les gens aussi sont dans des maisons, dans les toitures. Dans des taudis, voilà. Il faut donc, le dire. Bon, les gens sont obligés, ils prennent ça, ils sont contents, ils votent. Mais ça fait rendez-vous dans 4 ans que le monsieur revient après. Bon, entre-temps, il a réussi à mettre une radio pour nous là, hein, parce qu'il nous a beaucoup aidé. Donc, pour vous dire que, oui, il a mis une radio là, la voix de la Lama. Au moins, j'en ai profité quand il était à Lada. En tout cas, je suivais au moins les informations parties là. C'est peut-être que ça a participé à faire d'être en moi l'instinct journalistique. Donc, pour vous dire, oui, c'est ça le véritable problème. Les gens connaissent les problèmes des citoyens, ne sont pas prêts à régler les problèmes au cas par cas, mais estiment que quand il y aura une élection, il faut aller maintenant faire semblant de régler ces problèmes. Autant qu'ils sont les acteurs, même les députés que vous voyez là, autant qu'ils sont, ils connaissent les problèmes de leur localité. Actuellement, on est en train de dénoncer. Aucun d'eux ne réagit pour autant. Vous allez attendre juillet 2025, vous allez voir, ils vont continuer à faire des dons. Et d'ailleurs, même, vous avez vu la rentrée 2023, 2024, 2025 maintenant, combien de députés ont donné des fournitures, vous avez vu? Vous en avez vu? Combien de maires ont donné des fournitures, vous en avez vu? Pas trop peu. Hein? À part Troupeau qui fait le tout. Bon, lui. Bon. C'est à travers sa fondation. Oui, sa fondation. Mais lui prépare aussi le terrain pour quelque chose, bien plus tard. On attend de voir s'il aura la bénédiction de son parti politique. C'est une parenthèse. Donc, pour vous dire qu'à partir de juillet, août 2025, vous allez voir, ils vont sponsoriser. D'abord, ils vont payer pour les TD, pour ceux qui vont les examens. Ils vont offrir aux enfants des vrais destinataires de l'argent pour aller composer dans de bonnes conditions. Et même faire les cartes. Ils vont donner les cahiers de choix. Ils vont donner les cahiers de choix pour les enfants. Et en ce temps, ils vont acheter des fournitures, beaucoup de fournitures. Ils vont communiquer autour. Ils vont donner des fournitures pour 1 million et payer communication 3 millions pour brûler ça dans tout le Bénin. Donc, il y a ces aspects-là que nous devons commencer par refuser aux acteurs politiques. Parce qu'un monsieur vient, il rassemble quelques enfants de, comment ils appellent, de Rouedo, chez mon ami Marc Goudianou. Et quelques enfants là, ils donnent des fournitures à 400 enfants. Et ça a coûté à peine 800 000. Hein. Mais il est capable d'appeler 5 télévisions. Il va payer au moins 300 000 francs par télévision. Il va appeler 10 presses écrites. Il va appeler 15 radios. Et tout le Bénin va parler de lui.
C'est-à-dire, ce qu'il a donné, ça ne fait même pas le tiers de ce qui va dépendre de la communication. Donc, ces trucs-là, nous devons pouvoir commencer par prendre conscience. Et il revient à notre population de prendre conscience de ce que, attention, assez de surfer sur notre souffrance et de venir de venir paraître comme nos sauveurs, alors qu'en réalité, vous savez très bien que vous visez juste votre survie et la survie de vos familles. Nous allons rester dans le registre politique avec Dynamisme Info qui titre ce matin « Animation de la vie politique toujours. Pourquoi les intentions de candidature pour 2026 devraient-elles si tant gêner ?» C'est une interrogation à laquelle j'aurais aimé que vous tentiez de répondre sur ce plateau. Marc Goudianou. Les intentions de candidature pour 2026. Pourquoi ça devrait gêner? Bon, est-ce que même ces potentiels candidats ont aujourd'hui ce courage de dire qu'ils sont candidats? Je pense que c'est la vraie interrogation. Personne n'a empêché quelqu'un de dire qu'il est candidat. Hein. Est-ce que c'est vrai que ces candidats aujourd'hui... Au risque de se retrouver... Ces potentiels candidats-là, est-ce qu'eux-mêmes, ils arrivent à déclarer qu'ils veulent être candidats ou pas? Ceux qui ont essayé, on a vu là... Ils ont ce courage-là de pouvoir le faire d'abord. Qui a empêché qui de dire qu'il est candidat? La dernière fois, on a fait un débat sur le silence de la classe politique, d'accord, l'inaction de la classe politique. Et c'est vrai, on en a de parlé. Ça. Donc, cela rejoint en quelque sorte le questionnement, où même parfois on se dit, même s'il y a de potentiels candidats, aucun des partis aujourd'hui, d'accord, de ces grands partis desquels doivent émerger, par exemple, doivent émerger quand même ces candidats aujourd'hui, aucun d'eux n'arrive pas à nous donner, à nous montrer en quelque sorte, ou bien même le flash d'un potentiel candidat. Donc, ce n'est pas à nous. Mais il y a ceux qui font des actions. En tout cas, oui, ils font des actions, mais ils ne disent pas qu'ils font ces actions au nom d'une élection. Pour un but donné. Voilà, pour un but donné. Aucun d'eux n'a ce courage-là. Donc, la question, on n'empêche personne. Hein. C'est vrai qu'on n'empêche personne. C'est à chaque candidat de pouvoir s'affirmer et de montrer son courage. D'accord. Il y a un monsieur qu'on a vu à la une ce matin, Hippolyte Rondemain, qui a dit qu'il sera candidat, mais qu'il attend juste la décision de son parti. Lui, il a dit quand même. Bon, justement. Il attend la décision de son parti, justement. On l'entendait. Non, je crois que on l'a de tout temps rappelé ici. Hein. Tel que c'est fait dans le cours électoral, sans la bénédiction de votre parti politique, sans la bénédiction, sans les parrainages des élus et co-signés par les présidents de parti, ce n'est pas évident que vous soyez candidat. Donc vous avez beau travailler à montrer quand on a donné des choses dans les localités, faire le tour, si le parti ne vous donne pas sa bénédiction, que vous n'avez pas les parrainages, ça ne passe pas. Et sachant très bien que les parrainages sont très bien guidés, qui vous souviennent que nous avons subi cette situation, comment vous appelez, en 2021, véritablement, il y a eu ce problème. Les gens avaient eu... On a tout fait de dire que oui, les parrainages, et c'est des gens qui étaient bien, des candidats bien valables, n'ont pas pu avoir les parrainages. On a pu voir des candidatures sorties ne pas avoir les parrainages et le nombre qu'il faut pour les parrainages. Donc, j'estime véritablement que... On est meilleur au courant de tout ça. Ah oui, mais je ne sais pas sur quoi... Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Justement... Vous n'avez pas vu ces derniers moments, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus actif au niveau des journaux. Il parle de tout, hein, il parle de tout. Il opine sur tout. Un potentiel candidat. Si le monsieur a l'argent pour communiquer, laissez-le communiquer. C'est votre candidat? Non, pas mon candidat. Je peux peut-être prendre contact avec lui pour vous et vous allez aussi avoir ces contrats-là et le mettre à la une de votre journal ce matin. Donc, je n'ai pas fini. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, quand vous dites que est-ce qu'il est informé, écoutez, est-ce que vous saviez que Agossa et Corentin Correux pourraient être candidats en 2021? Et pourtant, ils ont été candidats. Et comment? Et ça a permis de valider les élections de 2021. Donc, Arrondemain peut se retrouver président candidat à tout moment. Si ça peut contribuer à valider quelque chose en 2026, je ne serais pas surpris. Donc, en réalité, moi, je ne serais pas surpris. Je suis préparé à toutes les éventualités avec les acteurs politiques au Bénin. Et j'estime que, véritablement, les opposants craignent peut-être de sortir le candidat parce que peut-être que s'ils sortent le candidat aujourd'hui, on va commencer par sortir le cadavre. Mais j'estime que c'est une erreur. Il ferait mieux de commencer par parler maintenant pour que s'il y a des problèmes avec ce candidat, il puisse siéger le plan bien en même temps évoluer. Parce plutôt que d'attendre octobre.
2025, proposer le candidat, et qu'on attende janvier ou 2 mois des élections pour sortir un dossier pour dire bon, le candidat n'est pas propice, et que le cas de figure de 2021 avec Réki Amadougou et Patrick D'ivoire reviennent, et qu'il n'est pas le candidat, et que malheureusement, on ait encore un match amical ou bien les matchs arrangés. J'estime véritablement que c'est ça. Donc, au niveau de la mouvance, vous savez très bien qu'il n'y a pas garçon pour le moment. Et les quelques garçons qui ont tenté de parler après la situation de septembre se sont rangés rapidement d'abord. Ils attendent l'issue de cette affaire avant de voir s'ils peuvent encore continuer à faire garçon. Donc j'estime que c'est à ce niveau-là, c'est le problème que ces acteurs ont. Aussi longtemps que le maître à penser qui est bienfaiteur des uns des autres est encore là, attention. Il serait difficile. Comment le roi est en vie, vous voulez prendre son trône? Ce sera très difficile. Mais bon, ce sera très difficile. C'est vrai, ce sera très difficile. Mais parfois, on a noté également les actions d'un homme politique qui, ces derniers temps-ci, Laurent l'a abordé, on l'a abordé brièvement, il n'a pas voulu aborder le sujet brièvement. Je veux parler du cas de Lucas Tropo, qui est maire de Cotonou, mais depuis un certain nombre de temps, c'est quelqu'un qui est sur tous les fronts, il fait des dons par-ci, par-là, il fait des actions par-ci, par-là. Parce qu'il a des intentions. Non, je pense que ça rejoint en réalité également le questionnement du journal, parce que s'il a des ambitions, pourquoi ne pas nous le dire, pourquoi ne pas bon. le dire, puisque ces actions, il le fait en réalité dans quel but, c'est pour quel objectif? Attends, vous voulez reprocher à quel crime y a-t-il à être généreux, à contribuer au bien-être de quel crime y a-t-il à être généreux? Mais j'estime qu'au-delà de tout, même s'il était candidat, c'est quand même pas un mauvais joker. C'est quand même pas un mauvais joker. Vous avez déjà dit qu'il se peut que Lucas Tropo soit candidat colistier de Mariam Taïda Tchabizime. Donc il ne soit pas également réticent. Ne soyez pas surpris peut-être de voir ce cas de figure, de voir la vice-présidente Dio, vice-présidente et Atropo colistier. C'est possible. Ou Atropo titulaire, un autre colistier. Pourquoi pas? Donc moi j'estime que tous les cas de figure sont possibles. Tous les cas de figure sont possibles. Et Atropo, c'est un monsieur généreux. Depuis des années, on l'a vu, hein, il est toujours au chevet de la veuve et de l'orphelin. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus concentré à Boycon et Cotonou. Mais maintenant, c'est beaucoup plus élargi au plan national. Bon, si ça peut contribuer à connaître le personnage. Donc ça peut être également, on peut mettre ça dans la droite ligne des ambitions politiques pour 2026. Ce qui est sûr, voilà. C'est un citoyen béninois. Sur ce plateau. Bonne chance. Bon, vivement que voilà. les vieux loups de son parti politique le laisse. Vivement qu'il le laisse. Si c'est le choix peut-être du maître à penser. Et qu'il ait la bénédiction du chef comme... du maître à penser. C'est ça. Voilà, plusieurs journaux sont revenus sur l'information principale parue hier. Il s'agit de la mise en place du cadre de concertation de l'opposition ce matin. En titre, Matin Libre, par exemple, titre « Après la mise en place d'un cadre de concertation, l'opposition contrainte de resserrer les rangs ». Je crois que je l'ai... En tout cas, moi, je l'ai toujours dit. Ils n'ont pas d'autre choix que de se mettre ensemble. Parce que face à la machine en face, si vous allez en rang dispersé, ils vont toujours gagner par KO. En tout cas, ils vont toujours gagner KO. Puisqu'ils ont réédité. D'abord, n'oubliez pas que celui qui est au pouvoir est celui qui a pensé, en tout cas avec Bouniaï, le chaos de 2011, le chaos historique. Et lui-même au pouvoir a réédité l'espoir, en tout cas en 2021. Donc ne soyez pas surpris qu'en 2026, qu'il fasse encore chaos si les opposants continuent à faire des discours et à se chamailler entre eux. Et j'estime que véritablement, les attaques que les gens font contre les opposants aujourd'hui, c'est vrai, chacun dans sa position défend ce qu'il juge bon, ce qu'il juge intéressant, mais j'estime que véritablement que en rang dispersé, on ne gagne pas. Je donne deux exemples. Les gens me diront que ce n'est pas au Bénin. Adama Barrow en Gambie. Quand Yaya Jammeh était au pouvoir, ils ont tout fait. Ils allaient en rang dispersé. Ils n'ont jamais gagné les élections. L'année, ils se sont mis ensemble pour désigner un candidat pour travailler ensemble. C'est cette année-là qu'ils ont gagné les élections. Adama Barrow a gagné les élections. Et la CEDEAO n'avait d'autre choix que de rentrer dans la danse pour demander à Yaya Jammeh de libérer. Au Nigeria, à côté, qui vous souviennent, l'autre là qui était au pouvoir, Goodluck Jonathan, il y avait un problème. Les opposants se sont mis ensemble. Et ils ont réussi à le gagner. J'estime que véritablement, c'est à ce niveau que les gens doivent comprendre qu'à un moment donné,
Quand vous avez une machine redoutable politique en face de vous, il ne s'agit pas d'aller rendre dispersé, vous entendez. Seulement que ici, malheureusement, dans ce cas de concertation, j'ai pu lire la réaction de Sabi Sira Kogone hier qui disait qu'il n'ira pas s'asseoir avec ces gens-là, des gens qui, à la première, en tout cas, qui feront le point de ce qui se passe à la seconde près, au camp d'en face. Bon, quand je dis parfois que des gens sont faire valoir, on me reproche, je le dis comme ça. Mais je sais qu'en leur sein, les stops ne manqueront pas. Jamais. Malheureusement, ça ne manquera pas. Et c'est pour ça que je dis, oui, ils se sont mis ensemble, mais est-ce que véritablement ça va prendre? Est-ce que tous ceux qui sont dans ce cadre-là partagent les mêmes idéaux? Est-ce qu'ils sont là pour le même objectif? Ou bien en réalité, ils ont accepté d'aller s'asseoir dans ce cadre de concertation pour continuer à alimenter le camp d'en face et vivre. Parce que beaucoup parmi eux, on a pu voir comment ils vivent et on sait comment ils se comportent sur la scène politique. Donc, ils sont nombreux peut-être là, et je ne suis pas mieux informé que les acteurs même qui sont dans ce cadre-là, pour savoir que oui, il n'y en a pas mieux qui véritablement ne sont pas là pour aider à ce que le pouvoir d'État soit conquis en 2026, mais peut-être ils sont là pour continuer à mettre des bâtons dans les roues de l'opposition. Au fur et à mesure que les choses se disent, les réunions se tiennent, qu'ils informent l'autre camp. Et c'est ça qui est bien dommage pour notre classe politique au Bénin. D'ailleurs, même au Bénin, c'est-à-dire les gens sont avec toi et ils parlent le langage avec toi, mais quand tu tournes dos, c'est... Ils vraiment être réellement avec toi. Voilà, donc c'est le problème que ce cadre pourrait avoir. Oui, non, je pense que nous sommes dans un contexte politique où aujourd'hui il y a beaucoup plus de difficultés, d'accord, aux partis politiques qui ne sont pas de la grande mouvance, d'accord, de pouvoir arriver à avoir des marges de manœuvre. Donc, du coup, aller en rang dispersé, les partis politiques de l'opposition ont compris que ça ne les arrangeait nulle part. Et qu'il faille quand même essayer de se mettre ensemble et pour pouvoir essayer d'avoir une élection assez démocratique pour 2026. Parce qu'on a toujours constaté que par le passé, les différentes élections qu'on a eues étaient des élections à polémique. Il y avait des rouleaux d'étranglement par-ci, par-là. Il y avait des lois qui ne favorisaient pas aux acteurs politiques, surtout de l'opposition, de pouvoir quand même s'exprimer, de pouvoir participer de façon démocratique aux élections. Donc ce cadre de concertation vient quand même se renforcer l'échiquier politique, surtout afin qu'on ait des élections démocratiques et transparentes pour 2026. Il faut remarquer que nous sommes dans un pays où, malgré tous les problèmes qu'on a eus par le passé, au niveau des échéances politiques, pour pouvoir quand même changer la tête du pays, on a toujours eu des élections démocratiques. Si on n'avait pas eu des élections démocratiques, je ne pense pas que Patrice Talon serait là au pouvoir. Et il urge également... En 2016 oui, ne serait pas au pouvoir en 2016. Donc, il urge également pour qu'en 2026, que tous les acteurs politiques, que ce soit de la mouvance également, que de l'opposition, puissent faire tout de leur possible pour que cet acquis-là soit sauvegardé. Ce qui fait que je pense que ce creuset, ce cadre de concertation doit s'élargir également à d'autres acteurs politiques qui sont des personnes ressources, d'accord, pour notre démocratie, pour que ces acteurs politiques puissent œuvrer également à ce que quand même on puisse faire raison entendre à ces grands hommes qui ont le pouvoir aujourd'hui. Vous voulez tuer les gens? Leur faire entendre qu'ils ont raison à pouvoir quand même laisser tout le monde aller aux élections de façon très démocratique et non à pouvoir assister aux dernières élections avec tous les rouleaux d'étranglement auxquels on a assisté. Une élection qui assure une cohésion sociale, une élection inclusive, tout simplement. Exactement. Oui, c'est le souhait de tout Béninois. Mais quand on regarde les différents cas de figure de 2019, 2020, 2021, 2023, rêvons. Pour qu'on puisse revenir au moins à 2016. Oui, mais écoutez, rêvons. En réalité de 2016. Rêvons et sachons rêver et en priant quand même le bon Dieu qu'il inspire nos gouvernants. Merci à vous sur ce plateau.